Alors la contre-offensive ukrainienne, de manière, je vais dire, prémonitoire, au mois de mars-avril l'année dernière, j'ai annoncé sur d'autres canaux qu'elle serait un échec. Pour une raison qui est très simple, c'est que la ligne de défense installée par l'armée russe dans tout le secteur de Zaporizhia, dans le Donbass, et même de l'autre côté du Dniepr, dans la région de Kherson, était renforcée par des moyens de défense colossaux en termes de tranchées, réseaux de barbelés, mines, bunkers, etc. On était sur une défense en profondeur sur environ 30 km de profondeur qui couvrait tout le front. Et donc, au vu de cette situation avant le début de la contre-offensive, on savait par l'expérience de l'histoire militaire soviétique, et notamment celle du saillant de Koursk en 1943, donc 80 ans auparavant, que toute tentative d'offensive majeure dans un tel secteur avec de telles défenses, et bien évidemment, ces défenses, elles n'étaient pas là toutes seules, elles étaient garnies par un puissant dispositif de combat. On savait que sans appui aérien, les Ukrainiens à l'époque réclamaient encore des F-16 et on savait bien qu'ils n'en auraient pas, sans une supériorité d'artillerie majeure, ce qui n'est pas le cas de l'artillerie ukrainienne déjà à l'époque, eh bien, la conjugaison de tous ces facteurs ne pouvait pas aboutir à un succès. C'est-à-dire qu'on pouvait nous raconter tout ce qu'on voulait en termes de marketing. L'histoire militaire nous prouvait qu'il n'y avait quasiment aucune chance d'y parvenir. En plus, à partir du moment où elle a démarré, on a vu l'armée ukrainienne perdre très rapidement le peu d'engins du génie de combat dont elle disposait, c'est-à-dire ces espèces de, c'est pas des chars, c'est pas des bulldozers, c'est des véhicules hybrides montés sur chenilles qui sont capables de faire du déminage, qui sont capables d'ouvrir des brèches dans des systèmes défensifs comme les fossés anti-chars ou ce genre de choses. Et quasiment l'intégralité de ces véhicules était perdue au bout de 10 jours sur la première ligne de défense. Donc autant dire que avant même d'avoir progressé au-delà de cette première ligne de défense, les Ukrainiens n'avaient quasiment plus aucun moyen de percer les autres lignes défensives. Et c'est ce qui s'est passé, mais alors on aurait pu suivre ça à la lettre, hein, c'est-à-dire que on a vu les avant-postes russes résister quelques jours, dans certains cas, se replier sur la première ligne de défense. Et cette première ligne de défense a été à peine entamée au bout d'un mois de combat et à un coût élevé humainement parlant et matériellement parlant dans le secteur de Robotiné, qui, soit dit en passant, aujourd'hui est soumis à une possible contre-attaque locale russe d'envergure. En tout cas, le village, où ce qu'il en reste, est complètement rasé par l'artillerie russe ces dernières semaines. Donc, voilà, et le petit pas qui a été fait au-delà de cette première ligne de défense n'a jamais pu déboucher sur une phase d'exploitation dans la profondeur. En plus de ça, à peu près au milieu de l'été, les commentateurs occidentaux nous ont expliqué que la deuxième ligne russe était encore plus puissante que la première, ce qui est vrai. Hein. Les Russes ont hérité de l'époque soviétique cette défense anti-char en profondeur que les Allemands eux-mêmes surnommaient des Packfront, hein, pour Panzerabwehrkanone. Donc, c'est-à-dire que c'était des réseaux anti-chars d'une puissance absolument extraordinaire. Ils les avaient expérimentés à Kursk, ils les ont réexpérimentés autour de Budapest entre la fin 44 et le début 45. À aucun moment la Wehrmacht, avec ses moyens, surtout à Kursk en 1943, n'avait été capable de percer au-delà du deuxième rideau de défense. Et bien là, les Ukrainiens, eux, n'ont même pas entamé la première ligne de défense et ils avaient donc aucune possibilité d'aller plus loin. Donc la médiatisation, elle a été là pour occuper l'espace, comme ça avait été le cas pour la contre-offensive de septembre 2022, pour nous faire comprendre qu'il fallait continuer de soutenir l'Ukraine, qu'il fallait continuer de livrer des armes, mais sans aucune chance, malheureusement pour les Ukrainiens, qu'elles n'aboutissent à quelques résultats militaires d'envergure. Le problème de l'armée ukrainienne, c'est que le soutien de l'OTAN et des États-Unis est un soutien qui est multifacette.
on se retrouve avec une armée ukrainienne qui doit gérer l'héritage de ces systèmes d'armes de l'époque soviétique, qui pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs aujourd'hui commencent à s'épuiser parce qu'ils ont été les principaux utilisés au cours de la première année de combat et du début de l'année 2023. Donc il en reste quelques-uns, mais on vient donc adjoindre du matériel occidental et du matériel occidental qui est tout sauf standardisé, hein, à part les calibres de l'OTAN en termes d'armes légères, tout le reste, c'est des choses qui viennent de partout. C'est-à-dire que vous avez des transports de troupes M113 améliorés qui viennent des Pays-Bas, vous avez du matériel américain avec des Bradley, vous avez des chars Léopard qui viennent d'un peu partout en Europe, et donc ce n'est pas forcément à chaque fois les mêmes versions. Vous avez encore quelques matériels de l'ex-pacte de Varsovie qui sont sortis des derniers tiroirs des anciens pays de l'Est, donc Tchécoslovaquie, enfin ex-Tchécoslovaquie, etc. Donc tout ça, déjà, ça crée un problème majeur que la Wehrmacht avait déjà rencontré en son temps en 41-42, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule chaîne logistique pour fournir tout ça en pièces détachées, en entretien, etc., bah, vous en avez 5, vous en avez 6, vous en avez 10. Donc ça crée une complexité sur l'entretien et la réparation des matériels qui est absolument colossale. Donc ça handicape automatiquement l'armée ukrainienne. Et en plus de ça, ça veut dire qu'en ce qui concerne les mécaniciens notamment, hein, tout ce qui est entretien des moteurs, etc., on est obligé de faire appel, on le sait aujourd'hui, à des gens qui sont issus justement des pays concernés, parce qu'on n'a pas forcément le temps de former suffisamment de mécanos ukrainiens, hein. On préfère envoyer les hommes en capacité de se battre sur le front. Et donc, résultat, on a des gens qui sont... alors, il y en a quand même quelques-uns qui ont été formés, mais pas suffisamment. Et on multiplie comme ça en permanence depuis le début du conflit le nombre d'armements différents, le nombre d'équipements différents qui sont à entretenir par ces braves Ukrainiens. Et en plus de ça c'est la partie en amont, mais en amont, il y a aussi la formation pour les utiliser au combat. Et là, on voit que c'est pareil, on a des difficultés très importantes parce que d'abord, il y a la barrière de la langue, hein, on en a parlé avec les F-16, il y a aussi une barrière technologique. C'est-à-dire que les technologies des pays de l'OTAN, des États-Unis, sont des hyper-technologies, alors que les technologies héritées des armées du pacte de Varsovie sont des technologies plus rudimentaires. Donc c'est pareil, ça demande une mise à jour des qualités d'un mécanicien ou d'un logisticien par rapport à ce qu'il a été habitué à faire avec du matériel hérité de l'ère soviétique. Et on voit aussi sur le terrain une autre réalité qui, là encore, nous rappelle la Wehrmacht, c'est l'hyper-sophistication des matériels de l'OTAN. On va prendre l'exemple des canons César. Les canons César sont des bijoux sur roues. Ils fonctionnent à merveille en termes de précision, de cadence de tir, etc. Mais les Ukrainiens ont publié dans les journaux anglo-saxons à la fin de l'année 2023 leurs avis sur ce matériel. Eh bien, le problème, c'est que c'est un matériel qui n'est pas adapté aux conditions de combat dantesques dans lesquelles ils opèrent en Ukraine, c'est-à-dire la poussière tout au long de la période estivale, hein, une poussière dont pourtant les Allemands ont parlé à de nombreuses reprises dans les récits des combats sur le front de l'Est entre 41 et 44, mais qui handicape les matériels de haute technologie parce que la poussière se fiche partout dans les optiques, dans l'électronique, etc. Et ça l'use prématurément ou même ça l'empêche de fonctionner correctement. Et puis la période ensuite des dégels avec la boue, etc. Et les Ukrainiens nous disent, bah voilà, le canon César, c'est un outil d'hyper-technologie. Simplement, bah pour nous, dans le théâtre d'opération, on est en train de l'utiliser. On n'arrive pas à pouvoir en profiter à 100% parce qu'il est trop fragile. Et on a l'impression de relire les témoignages des soldats allemands par rapport à leurs chars hyper sophistiqués qui font encore fantasmer certains aujourd'hui, les panthères, les tigres, qui étaient effectivement des bijoux de technologie, mais qui, comparés à un T-34 ou un T-34-85, eh bien, nécessitaient une infrastructure logistique et d'entretien qui était 10 fois plus importante, ce qui fait que les soviétiques qui avaient déjà 10 fois plus de chars arrivaient à les rendre 10 fois plus disponibles et donc ainsi à vaincre la Wehrmacht. Donc là, on retrouve exactement, finalement, malheureusement, la même problématique parce qu'une fois encore, on n'a pas voulu tirer les leçons de l'histoire.
Alors, ce qu'il faut comprendre du côté russe, c'est que les Russes sont partis au départ avec l'idée donc d'une opération militaire spéciale, comme ils l'ont baptisée eux-mêmes, qui devait permettre, je pense, en 72 heures, peut-être une journée de plus, de mettre un terme à toute la problématique que représentait l'Ukraine pour eux, en contraignant le gouvernement ukrainien à une neutralisation de l'Ukraine. On le sait aujourd'hui, cette hypothèse est plus que vérifiée par les témoignages. À la fois, le premier à sortir, ça a été celui de l'ancien Premier ministre israélien Bennett. Ensuite, on a vu même des Ukrainiens qui ont participé à ces négociations poser tout à fait ces faits-là sur la table dans différents entretiens donnés à la presse ukrainienne d'abord et puis ensuite occidentale. Les Russes ont proposé cette neutralisation et on sait que les négociations ont démarré moins de 24 heures après le début de l'attaque russe le 24 février. Les Ukrainiens avaient très bien compris que malgré leur patriotisme dont personne ne peut douter et de leur sens du sacrifice, ils ne feraient pas le poids face à l'armée russe et qu'il était préférable pour eux d'être raisonnables et d'admettre que voilà, l'Ukraine devait être neutralisée sur un format proche de celui de l'Autriche pendant la guerre froide, afin qu'on n'ait pas de difficultés pour le voisinage proche de la Russie vis-à-vis d'éventuels déploiements d'armes nucléaires de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Bon, donc cette phase-là, elle devait être rapide, elle devait être assommante, et elle a obtenu l'effet souhaité, puisque voilà, moins de 24 heures après l'invasion, les Ukrainiens, à leur initiative, acceptent de négocier. On sait que ces négociations durent à peu près une semaine, que les Ukrainiens, au terme de ce processus, sont prêts à signer aux conditions des Russes, c'est ce que nous a expliqué l'ex-premier ministre israélien Bennett, et qu'au dernier moment, par l'intervention, comme l'a encore témoigné Bennett lui-même, des Occidentaux, on déchire tout et on dit ah ben non, on va continuer la guerre. On a un des négociateurs ukrainiens qui est liquidé par son propre camp, hein, Denis Kiriev, qui est liquidé le 7 mars 2022, alors que c'est un membre des services secrets ukrainiens qui participe aux négociations. Il est jugé trop russophile et donc il est liquidé. Et l'accord sur lequel tout le monde s'était entendu avec la bénédiction donc des Turcs et des Israéliens, eh bien, il est jeté à la poubelle et les Occidentaux disent à Zelensky non, non, continuez la guerre, on va vous soutenir. Et donc, ça va contraindre les Russes à changer de stratégie, puisque cette première phase qui avait abouti à cette négociation, eh bien, elle se retrouve complètement caduque. Il va falloir poursuivre la guerre. Alors, pendant un mois, les Russes vont quand même essayer de refaire le forcing diplomatique pour contraindre Kiev à entendre raison parce qu'ils sont toujours aux portes de Kiev. Ça va échouer. Les Russes vont se replier parce qu'ils comprennent bien qu'il n'y aura plus de négociations, que l'Occident est vent debout pour interdire à Zelensky de négocier aux conditions de la Russie, ou en tout cas d'aller jusqu'au bout de ces négociations. Va y avoir l'affaire de Boutcha pour bien convaincre tout le monde en Occident qu'on est à nouveau dans une pseudo-croisade contre un monstre nazi à nos frontières. Hein, on appréciera l'inversion accusatoire après nous avoir dit que Poutine avait tort quand il disait qu'il y avait des nazis en Ukraine, ce qui là pour le coup est par contre avéré et documenté depuis 2014, y compris par le Congrès des États-Unis. Bref. Et donc là, les Russes rentrent dans une autre phase qui va être une phase d'abord de repli stratégique par rapport à Kiev, et puis alors, ils auraient dû mener ça de manière plus importante dans la région de Kherson. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait non plus dans la région de Kharkiv, mais ils ont poursuivi les offensives. Il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi dans la foulée à s'emparer de Lysychansk et Severodonetsk, malgré tout, au début de l'été 2022. Ensuite, le front se fige. On va avoir une contre-attaque, enfin une contre-offensive en deux phases côté ukrainien qui va là encore contraindre les Russes à des replis et non pas à des retraites ou des déroutes. Il faut bien regarder les pertes qui ont été occasionnées à ce moment-là par l'armée ukrainienne. C'est elle qui souffre le plus à chaque fois, y compris quand les Russes se replient de la région de Kharkiv. Le front est mis entre guillemets en sommeil entre novembre de 2022 et donc le début du printemps 2023 dans la majorité des cas, sauf un, Bakhmut, où là on laisse Wagner
mener une opération qui, au départ, on le pense, va être une opération pour ouvrir le secteur occidental du Donbass pour le récupérer définitivement, mais qui en fait est une opération d'attrition pour détruire les meilleures réserves de l'armée ukrainienne, ce qui ne va pas manquer d'arriver parce que les Ukrainiens vont jouer le jeu que l'armée française a joué à Verdun avec Bakhmut, mais sans avoir les moyens de l'armée française de 1916, c'est-à-dire qu'ils vont jeter leurs meilleures unités pendant toute la période de janvier à mi-mai de l'année dernière, en 2023, et les Russes vont les écraser en perdant eux aussi du monde, mais c'est pas grave pour la communication parce que c'est Wagner, que ce sont les fameux prisonniers pour partie d'entre eux, hein, pas tous. Et donc là, on a une phase active du front mais qui sert à détruire l'armée ukrainienne, clairement, à la saigner à blanc. On peut reprendre la terminologie qu'on a appliquée d'ailleurs faussement à ce qui s'est passé à Verdun en 1916. Et les Russes finiront par laisser Prigogine prendre la ville alors que ça n'avait pas d'intérêt en soi. Et on découvre à l'issue de cette prise que les Russes n'ont pas l'intention de mener une offensive grand style jusqu'à Chasse-Sofiar, Lysychansk, etc., qui vont laisser faire hein, Slaviansk, hein, pardon, pas Lysychansk, jusqu'à Slaviansk, qui vont laisser le front se figer et continuer de broyer l'armée ukrainienne qui va essayer de reprendre la ville. Alors la fameuse double contre-offensive en pince chère à BHL, on a vu ce qu'elle a donné. Aujourd'hui, tous les petits gains qu'elle avait obtenus ont été repris de vive force par les Russes ces 2 derniers mois. Et puis, les Russes ont compris que là, il fallait rester dans une posture que personne ne peut imaginer par rapport à la lecture des grands penseurs soviétiques sur l'art opératif, c'est-à-dire que bien qu'il soit à l'initiative de l'attaque de l'Ukraine en 2022, ils vont se poster en défense, ils vont rester en défense pour continuer cette attrition de l'armée ukrainienne, parce qu'ils savent que l'armée ukrainienne ne pourra pas faire autrement vis-à-vis de ses sponsors occidentaux que de lancer cette fameuse contre-offensive de l'été 2023 et qu'elle va s'écraser sur les défenses russes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors l'Occident a un problème avec l'armée russe et avant elle avec l'armée soviétique, c'est que on a hérité en 1945 de la vision qu'on a laissé les anciens généraux de la Wehrmacht nous donner de l'armée soviétique. Le problème commence à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en 1945, l'armée rouge est la grande victorieuse de la guerre contre l'Allemagne nazie. Et on aurait pu considérer que, comme à chaque fois dans l'histoire, comme le veut l'adage le raccourci, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Eh bien, en 1945, c'est pas du tout ça qui s'est passé pour la première fois, et surtout à cette échelle-là. C'est qu'on a vu les Américains, dans le cadre de la guerre froide, et avec eux les Britanniques, tendre un papier et un stylo aux anciens officiers vaincus de la Wehrmacht par l'armée rouge pour expliquer aux Occidentaux comment il allait falloir se préparer à une éventuelle confrontation avec les Soviétiques dans le cadre de la guerre froide en Europe centrale et orientale. Et donc les Allemands, les filous qui étaient les Guderian, les Van Manteuffel qui étaient là pour essayer de se refaire, entre guillemets, une virginité, nous ont expliqué à grand renfort de publicité par des théoriciens comme Lidl-Art, notamment en Grande-Bretagne, que les soviétiques n'avaient gagné que par le nombre, que c'était des barbares, qu'ils n'avaient aucune finesse, etc. Alors tout ça, on a compris bien plus tard paradoxalement, grâce à un officier américain qui s'appelle David Glantz, qui, à partir des années 70, s'est plongé dans les archives de l'armée rouge, très en détail. Il a publié du coup plein d'ouvrages très très détaillés sur toutes les opérations de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris ses échecs sanglants à divers moments, pour nous expliquer que les soviétiques, mais ils avaient mis en place quelque chose que personne n'étudiait en Europe et dont personne n'avait entendu parler en Europe, qui était l'art opératif, et qu'ils avaient développé ça d'ailleurs, même pas pendant la Seconde Guerre mondiale sur le tas, entre guillemets, mais qu'ils avaient fait ça dès la fin de la Première Guerre mondiale et tout au long de l'entre-deux-guerres. Et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils avaient tout simplement mis en œuvre cet art opératif et que c'était sur lui que reposait une grande partie de leur victoire à partir de 1943 et puis surtout en 1944 et 1945 pour définitivement abattre la Wehrmacht et l'Allemagne nazie. Mais nous, occidentaux,
tout à fait considérant que les Allemands, c'est le nec plus ultra de l'Europe, que leur armée a toujours été la meilleure, alors que d'ailleurs ça aussi c'est un mythe complètement faux, et ben on leur a fait confiance. On a dit, ah bah oui, alors si les officiers allemands qui avaient réussi le coup d'abattre la moitié de l'Europe en 1939-40 se sont fait battre par les soviétiques dans ces conditions-là, c'est que les soviétiques, effectivement, c'est des brutes, ils ont fait tuer des millions d'hommes pour rien, on n'a rien à apprendre d'eux. Or, on a tout à apprendre de l'art opératif soviétique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Europe occidentale et aux États-Unis, personne n'y a toujours rien compris au niveau des grands généraux, des grandes écoles de pensée. Il faut bien insister là-dessus. Donc on a sous-estimé les Russes. On a vu les Russes comme, une fois encore, de simples barbares, des brutes, pourquoi pas d'ailleurs des brutes, encore une fois, avinés, qui allaient violer tout le monde. Et donc on s'est dit, bah, ces gens-là, on va leur rouler dessus. Mais non, non, on ne peut pas rouler sur l'armée russe, héritière de l'armée soviétique, sur du simple wishful thinking. Ça ne marche pas comme ça. Hein, on a vu que c'était pareil au niveau économique. On a des gens qui n'ont pas compris, Bruno Le Maire en tête, que l'économie russe était héritière de l'économie soviétique dans son développement dans la sphère capitaliste, et qu'elle avait plusieurs wagons de retard qui lui offraient un luxe qu'on ne pouvait plus nous imaginer en Occident, c'est-à-dire d'être à la phase d'un développement du capitalisme qui est en retard, mais donc qui est hors hyper-financiarisation du système, et donc qui repose encore sur un monde industriel. Or, le nôtre, on sait bien aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec toutes les crises que traversent les pays européens, on n'a plus d'industrie et on ne sait plus ce que c'est. Et pour nous, nos économies ne reposant que sur la finance, bah, on s'est dit, les Russes, bah, eux aussi, ça doit être pareil. Donc, si on leur fait des sanctions financières monstres, ils vont s'effondrer. Eh bien non, parce qu'eux, ils reposent leur économie encore sur des valeurs qui sont celles, enfin sur des schémas, pas des valeurs, mais sur des schémas qui sont ceux qu'on avait dans les années 70-80, enfin 70 surtout, avec une industrie, une agriculture, des matières premières, de l'exportation, etc. Pas du tout enfin, il y a de la financiarisation, mais dans des proportions qui sont absolument incomparablement plus basses que chez nous. Donc les sanctions n'ont pas marché parce qu'on a calqué notre modèle sur le leur faussement, et la bataille sur le terrain au niveau militaire n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas voulu comprendre que ces gens-là étaient, alors ils avaient des carences, ils ont toujours notamment des carences tactiques, et c'est d'ailleurs ça qui nous a étouffés dans notre imbécilité, c'est que voyant les carences tactiques dont ils faisaient encore preuve au début de la guerre, on s'est dit, ah bah, c'est les mêmes boulets que ceux qu'on a battus en Afghanistan avec des moudjahidines, c'est les mêmes boulets qui se sont fait refouler autrefois par les peuples d'Europe centrale, et qu'il a fallu assommer les peuples d'Europe centrale, je pense notamment aux Polonais ou aux Hongrois en 56, et donc on n'a rien à craindre de ces gens-là. Parce que, encore une fois, nous en Occident, quand on pense la guerre tactiquement, on voit ça sous le prisme que nous ont légué les gens de la Wehrmacht, et on ne voit absolument pas ça autrement. Les Soviétiques ont laissé comme héritage à l'armée russe que les défaites tactiques s'accumulant, ça n'engageait pas une défaite opérative, et encore moins une défaite stratégique. Hein, je prends toujours un exemple très clair. Tout le monde sait qui a gagné la bataille de Stalingrad. Personne ne vient jamais rappeler que les Soviétiques ont payé humainement un tribut qui est aussi élevé que celui que les Allemands ont payé. Parce que tout le monde reste sur l'idée que le plus important, bah, c'est la victoire stratégique de Stalingrad. Et dans 50 ans, j'espère que les gens comprendront enfin que pour juger ce qui se passe en Ukraine, bah, ce n'est pas au nombre de morts, au nombre de chars perdus que ça se compte. C'est autrement, parce que la victoire militaire ne se compte pas comme ça. Alors en fait, aujourd'hui, l'histoire militaire, si on avait écouté ce que nous a expliqué le colonel Glantz à longueur de livres sur la Grande Guerre patriotique par rapport à l'armée rouge, on aurait dû se mettre dans une autre posture pour appréhender la stratégie russe, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, parce qu'il y avait tous les éléments de compréhension, et c'est un aveuglement de niveau idéologique qui nous a empêchés de faire le travail nécessaire. Parce qu'en Occident, hein, il y a des historiens, alors aux États-Unis, donc c'est le colonel Glantz qui est le premier, qui est le plus important, le plus connu. Mais en Europe, on a, et notamment nous en France, on a des gens comme Laurent Henninger, Jean Lopez, Benoît Bihan, qui depuis des années travaillent sur ces questions-là pour les
faire connaître au grand public, mais aussi au monde militaire. On a vu, c'est là une des grandes surprises de ce conflit au niveau médiatique, on a vu quelqu'un comme le colonel Goya, qui a été longtemps très proche à la fois de Jean Lopez, Benoît Bihan ou Laurent Henninger, qui dans le monde militaire avait connaissance de ces travaux. Mais par aveuglement idéologique, pour dire, on a vu comment le colonel Goya parlait à Piotr Tolstoï au cours d'interviews croisées sur BFM TV il y a 1 an quasiment maintenant, on voyait cette arrogance occidentale, on voyait cette superbe qui n'a rien d'intelligente et qui n'est pas fondée pour dire ah bah oui mais de toute façon vous les Russes vous avez déjà perdu des guerres comme la guerre contre le Japon en 1905 ou vous avez eu des difficultés contre les Turcs autrefois, la Première Guerre mondiale c'était très moyen, c'était même plutôt à la fin une défaite. Donc on a vu l'arrogance, l'imbécilité et la suffisance prendre le pas sur la science, tout simplement. Et finalement, on est dans un schéma qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce qui s'est passé par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'on a vu des gens s'investir du rôle d'expert grâce à la télévision et aux médias, alors que la réalité sur le terrain est bien plus complexe, bien plus nuancée, et qu'il faudrait laisser les gens compétents faire. Mais là, on n'était plus dans une idée scientifique d'étude, on était dans de la propagande pour que les Occidentaux français, européens, américains continuent de soutenir l'Ukraine en permanence. Si on dit aux gens, ces gens-là sont supérieurs à nous, ces gens-là ont une pensée militaire plus aboutie que la nôtre, que nous ne connaissons toujours pas à fond, que nous ne maîtrisons toujours pas à fond, les gens vont dire, mais alors qu'est-ce qui va se passer? On va perdre. Donc on a préféré mentir aux gens, inventer des narratifs périphériques, comme on le voit encore aujourd'hui, pour nous dire, ah bah regardez, ils ont touché avec un missile telle base russe, ça n'a aucun effet sur les combats à la fin du compte, alors que l'art opératif, sa quintessence, c'est que les combats servent le but de la guerre. Et le but de la guerre, il est toujours politique. Donc, si on est là à nous dire, ah bah oui, regardez, les Ukrainiens, ils ont tapé un navire en mer Noire ou ils ont tapé un QG à Sébastopol ou ce genre de choses, la question qu'il faut poser derrière, c'est est-ce que ça sert, est-ce que ça fait avancer la guerre du côté ukrainien? La réponse est non. Ça ne fait avancer qu'une seule chose, le narratif publicitaire qui sert à vendre la guerre aux Occidentaux pour qu'ils fassent des sacrifices. Mais c'est tout. Mais ça ne va pas faire gagner l'Ukraine. Et tant qu'on ne sortira pas de ce paradigme-là pour rentrer dans celui des Russes, qui est de dire, nous, tout combat qu'on mène, c'est son addition qui finira par nous donner la victoire, eh ben, on est sûr qu'on va perdre. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les Russes, forts de leur expérience, malgré des déficiences évidentes encore sur le plan tactique, continuent de faire de telle sorte à ce que les combats leur apportent quelque chose. Et aujourd'hui, c'est l'attrition qui est au cœur de leur stratégie, comme l'avait défini. C'est un des cas, c'est le seul d'ailleurs, dans lequel Svechin dit l'attaquant se place en défense pour détruire l'adversaire qu'il vient d'attaquer avant ensuite de reprendre une marche offensive. C'était un des cas que tout le monde avait ignoré parce que vraisemblablement, la seule fois où il a servi pratiquement sur le terrain, c'est en Hongrie en 1945 pour protéger une partie de l'offensive soviétique autour de Budapest des contre-offensives allemandes. C'est probablement le seul moment, et qui est très peu étudié, y compris même par les historiens sérieux anglo-saxons, et donc c'est pour ça que tout le monde est passé au travers de cette affaire. Et en plus, fort de cette folie idéologique et cette arrogance, eh bien, ça n'avait aucune chance d'aboutir à autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui sous nos yeux. Alors aujourd'hui, je m'interroge beaucoup sur la façon dont tout ça va se terminer, mais je pense que la victoire des Russes est inéluctable. C'est-à-dire qu'on a beau continuer au niveau de la propagande partout en Occident, d'appuyer très fort pour nous dire il faut soutenir l'Ukraine, l'Ukraine va s'en sortir, il faut lui envoyer des munitions, etc. On voit d'abord d'un point de vue tout simplement économique et du coût des munitions que aucun pays aujourd'hui, y compris les États-Unis, n'a la capacité de venir au secours de l'Ukraine par rapport à ses besoins.
Aujourd'hui, l'armée ukrainienne, on nous dit qu'elle est à 2000, 3000 obus par jour maximum avec son artillerie. On oublie d'ailleurs de nous expliquer que ce qui lui pose des problèmes, c'est non seulement les stocks d'obus, mais aussi l'usure des tubes, notamment par exemple des fameux canons César qui ont été étudiés pour tirer environ 2 à 2500 coups, et puis après, il faut les changer. On a toute la problématique du nombre de chars et de véhicules qui, bizarrement, a disparu. Hein. C'est-à-dire que, en tout cas dans les médias occidentaux, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous disait les Russes ont perdu 2000 chars, etc. Mais les chiffres ukrainiens ont fini par disparaître, notamment parce qu'on a beaucoup de matériel occidentaux dedans. Or, on sait qu'il y a probablement les 2 tiers des léopards qui ont été mis hors de combat. Je ne dis pas détruit, hein, je précise bien mis hors de combat, et qu'aujourd'hui, les capacités matérielles de l'armée ukrainienne sont de plus en plus limitées. On sait également, parce que les propagandistes l'avouent, à commencer par LCI en France, que la défense antiaérienne ukrainienne manque de plus en plus de munitions, ce qui fait qu'il y a des secteurs qui sont devenus des secteurs blancs, c'est-à-dire où il n'y a plus de défense antiaérienne à longue portée pour arrêter les bombardements stratégiques qui sont menés par les forces aérospatiale russe. Et puis sur le terrain, eh bien, on voit que l'attrition des troupes, l'attrition des hommes, le sang des hommes est en train de se vider en Ukraine. C'est-à-dire que l'armée a encaissé, on a vu donc des officiels ukrainiens, des gens d'ailleurs très proches des mouvements de droite durs, nous dire qu'ils reconnaissaient la perte de 500 000 hommes morts, blessés, disparus au cours des derniers mois, enfin depuis le début du conflit. Donc 500 000 hommes en moins. On voit aujourd'hui qu'il y a d'énormes difficultés pour faire la mobilisation de 500 000 nouveaux personnels, hommes et femmes d'ailleurs, d'abaisser le niveau de la conscription. Et donc tous ces facteurs-là, conjugués à notre incapacité, non pas simplement de volonté, mais notre incapacité pratique à relancer des chaînes de fabrication d'obus, à relancer des chaînes de construction de César, ici nous en France, mais partout en Europe, et l'épuisement des stocks américains qui, je le rappelle, depuis le 7 octobre, sont en priorité déviés vers Israël et non plus vers l'Ukraine, l'ensemble de ces facteurs conjugués à la montée en puissance permanente de l'armée russe par rapport au nombre de chars produits, par rapport au nombre de nouveaux aéronefs, on parle de la mise en service de 100 appareils de chasse ou de bombardement depuis le début de l'année, 250 hélicoptères. On nous explique aussi que, bien sûr, les Nord-Coréens viennent de fournir 1 million d'obus de 152 et de 122 mm à l'artillerie russe, qui tirait déjà 10 000 coups par jour dans les moments les plus forts des combats ces 4 dernières semaines. Donc on voit bien que le rapport de feu est en faveur des Russes, le rapport matériel est en faveur des Russes. L'équilibrage des forces semble être on est arrivé à l'équilibrage des forces en termes de nombre d'hommes. Hein, il y a à peu près 600 000 combattants de part et d'autre, mais on voit bien que la puissance et la supériorité numérique du matériel côté russe est en train de faire la différence. Et les Russes sont en train de modeler le front en vue, je pense, d'une nouvelle séquence offensive à un moment ou à un autre à partir de la fin de l'élection présidentielle en Russie. Et puis surtout, tout ça se fait avec une épée de Damoclès pour les Ukrainiens, c'est l'appui américain. On voit aujourd'hui que Biden n'arrive plus, même en mobilisant encore, comme c'était le cas cette semaine, le patron de la CIA qui vient pleurer en disant si on n'aide pas l'Ukraine, c'est fini, etc., etc. Le, le Congrès tient tout entre ses mains et le Congrès va utiliser, c'est très sordide à réaliser hein, comme réalité, mais le Congrès va utiliser l'Ukraine jusqu'à la corde comme un levier dans les négociations avec l'administration Biden par rapport à ce qui se passe à la frontière mexicaine. Ça va durer jusqu'à la fin de la campagne des primaires. Et quand enfin on pourrait arriver à un accord, de toute façon, on sera arrivé en septembre-octobre et ce sera trop tard sur le terrain pour rattraper la situation. Donc pour moi, la conjonction de ce qui se passe en Ukraine et en Europe, ce qui se passe en Russie, sous le couvert le plus important qui est la situation aux États-Unis, va aboutir avant la fin de l'année à une défaite ukrainienne. On est dans une situation qui, même si c'est pas les élections, c'était pas à l'époque les élections présidentielles, qui ressemblent à s'y méprendre à ce qui se passait
entre 73 et 75 aux États-Unis vis-à-vis du Sud-Vietnam. On avait vu en 73 les Américains se retirer définitivement du Sud-Vietnam, mais continuer d'y investir des stocks énormes de munitions et parfois donc du soutien aérien à l'armée sud-vietnamienne. Quand tout ça a été terminé, le Congrès était sollicité par le président Ford à l'issue du Watergate qui avait fragilisé la présidence américaine. Et à chaque fois, le Congrès disait non, 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 on ne redonnera pas un seul dollar au gouvernement sud-vietnamien et est advenu ce qui était inéluctable. Saïgon est tombé, les Américains sont partis comme ils sont partis d'Afghanistan plus tard et le Sud-Vietnam a été réunifié et est devenu communiste comme il fallait s'y attendre. Et bien là, je pense que les Russes n'annexeront pas bien évidemment toute l'Ukraine, ce n'est pas leur objectif et ils n'en ont pas ni l'intérêt ni les moyens. Par contre, je pense que ce qu'on risque de voir, c'est un règlement à 100 ans d'intervalle des problèmes qui ont été posés par les autres traités que le traité de Versailles en 1919-1920, parce qu'on risque de voir qui les Hongrois, qui les Roumains, qui les Polonais récupérer les parties de l'Ukraine qu'on leur a enlevées à ce moment-là ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour les Occidentaux, c'est que d'une part, nous sommes hyper dépendants des États-Unis sur le plan militaire, mais ça, nous avons tout fait pour l'être. Donc, c'est un constat d'évidence qui pouvait être fait sans que la guerre en Ukraine arrive. Sauf que la guerre, comme d'habitude, sert de catalyseur à un moment particulier pour que tout le monde s'en rende compte, pas seulement les spécialistes ou les observateurs, mais tout le monde savait avant 2022 que la défense européenne avait été livrée pieds et poings liés aux États-Unis depuis bien longtemps. Hein, l'ère du général de Gaulle et de ses successeurs, en tout cas politiques, partout en Europe, a depuis longtemps disparu. Hein, les tentatives de Jacques Chirac avec Schröder de remettre ça au début des années 2000 ont fait long feu. Donc, tout dépend des États-Unis. Hein. Les Européens ont accepté de désindustrialiser aussi leurs industries d'armement. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit toutes les difficultés dont on a parlé pour nous seuls aider les Ukrainiens. Et si demain, par rapport à ce que pourrait faire Donald Trump, à savoir un repli sur soi complet, eh bien, nous ne serions pas capables de poursuivre l'effort pour être suffisamment en adéquation avec les attentes de l'armée ukrainienne. Donc, c'est clair que l'Ukraine ne pourra pas s'en sortir avec notre seul soutien et malgré les efforts que nous tentons de remettre en place aujourd'hui pour notre industrie d'armement française et européenne. Et puis, ce que ça nous apprend aussi, bien, c'est qu'on ne s'est toujours pas mis à jour sur ce que sont les Russes, ce que veulent les Russes et sur les moyens qu'ils ont de mettre en œuvre une politique qui correspond à leurs aspirations. C'est-à-dire qu'une fois encore, malgré les bientôt 30 ans qui nous séparent, enfin non, les plus de 30 ans, pardon, qui nous séparent de la fin de la guerre froide, le monde russe est resté lointain, le monde russe est resté étranger au monde ouest européen. Nous ne les comprenons qu'à travers le faux témoignage donc militaire de ce que j'évoquais tout à l'heure des généraux de la Wehrmacht et puis à travers le ressentiment des anciens pays du pacte de Varsovie qui ont subi l'occupation soviétique pendant toutes les années d'après-guerre. Et donc nous n'avons toujours pas une perception juste, il ne s'agit pas d'être lénifiant à leur égard, non, il faut être juste, mais il faut les comprendre pour ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, au même titre que nous avons accepté des couleuvres par dizaines de la part de nos alliés américains, eh bien, il faut qu'on ait les moyens de comprendre ce que veut la Russie, non pas pour accepter tout ce qu'elle nous demande, mais pour essayer de comprendre comment nous pouvons négocier avec elle dans des conditions qui soient des conditions égalitaires et non pas des conditions condescendantes de notre part, comprendre ses problèmes comme nous voudrons nous poser en arbitre d'un débat à ces frontières, qui avec les pays baltes ou qui avec l'Ukraine, parce que sans ça, l'Europe prouvera qu'elle est bien morte d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel. Ça, c'est ce que semble laisser entendre Emmanuel Todd dans son dernier livre, c'est que nous sommes maintenant au bord, non pas du suicide, mais des résultats du suicide, c'est-à-dire un encéphalogramme complètement plat, que les États-Unis, eux,
risquent de se désarrimer parce que économiquement, ils n'ont pas les moyens de continuer de nous tenir à bout de bras et que ça ne les intéresse pas parce que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, les États-Unis n'aiment pas plus que ça les Européens. Hein. Il y a une petite élite culturelle en Nouvelle-Angleterre qui a gardé des liens avec l'Europe, mais c'est pas les États-Unis. Et le grand problème des États-Unis pour le siècle qui vient, c'est la Chine. Donc, nous sommes les dindons de cette farce, nous sommes les ultimes perdants, mais personne ne veut s'en rendre compte. Tout le monde continue comme un mantra de répéter que l'aide à l'Ukraine nous évitera tout ça. Non, l'aide à l'Ukraine ne nous évitera pas tout ça. La Russie va gagner, la Russie va imposer ses conditions. Les États-Unis, on le voit avec les primaires, risquent d'avoir un nouveau président très isolationniste comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps dans l'histoire américaine, qui va remettre en place une politique néo-jacksonienne aux États-Unis et qui va laisser l'Europe vivre son destin, qui n'est pas brillant et qui va se tourner vers la problématique d'un règlement, espérons-le, à l'amiable avec Pékin dans les années qui viennent.